Le président Trump est arrivé il y a quelques minutes et vous entendiez sur l'antenne de CNews ses premiers mots échangés avec les Israéliens qui l'ont accueilli au bas de la passerelle. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. C'est ce qu'on a envie de dire ce matin. C'est ce que disent en tout cas tous les Israéliens. Et c'est une victoire, bien sûr, pour Donald Trump, victoire diplomatique que celle du président américain. Je pense que l'hymne américain est en train d'être joué à l'instant et je vous propose de l'écouter quelques secondes, si tant est que ce soit l'hymne américain. Ce n'était donc pas l'hymne américain. Vincent Hervouette qui va pouvoir commenter avec nous ces images qui sont historiques. Vincent Hervouette, celle de l'arrivée du président américain et qui devrait intervenir à la Knesset, sans doute dans l'heure qui vient, Vincent Hervouette. Oui, il a un programme assez chargé. Effectivement, il doit faire un discours devant la Knesset, il doit rencontrer les familles des otages et puis ensuite il se rendra à Sharm el-Sheikh, au bord de la mer Rouge, où les Égyptiens accueillent une vingtaine de chefs d'État. Donald Trump vient ici cueillir des lauriers mérités, car il a été l'artisan de cette libération des otages. Alors, comme c'est un jour de joie, c'est un jour où on sort des captifs, des oubliettes, il faut oublier toutes les réserves qu'on pourrait avoir sur la suite du processus de paix. Il faut d'abord et surtout se réjouir et reconnaître donc ce qu'a fait le Donald, que vous voyez ici aux côtés du Premier ministre israélien et du président Herzog. Olivier Benkemoun sera évidemment avec nous en direct tout à l'heure et on verra la libération des otages, bien sûr, et l'émotion, la joie qui sera celle des Israéliens qui, depuis 2 ans, vivent un enfer, les familles notamment des otages. Mais convenons que ces images sont tout à fait exceptionnelles. Pierre Lelouch, une image du président américain aux côtés de Benjamin Netanyahou et d'un peuple israélien qui va retrouver ses enfants dans quelques minutes, dans quelques heures. Pierre Lelouch. Bon, c'est l'aboutissement quand même de beaucoup d'années. Hein. Trump avait commencé avec le Moyen-Orient, il faut le savoir, lors de son premier mandat. Il avait réussi quelque chose d'assez extraordinaire qui était les accords d'Abraham, auxquels personne ne croyait. Les accords d'Abraham, c'est la reconnaissance d'Israël par les pays du Golfe, c'est-à-dire les vrais patrons du Proche-Orient, les plus riches, mais aussi des pays comme le Maroc, le Soudan. Il avait créé un processus complètement révolutionnaire de rapprochement israélo-arabe. C'est ça que le Hamas a voulu interrompre le 7 octobre, avec l'Iran. L'Iran a voulu torpiller cela et ça a été cette attaque massive qui a tout changé. Et depuis, Biden n'a rien fait et c'est Trump qui est arrivé et qui a joué du bâton et de la carotte en même temps pour finalement obtenir de Netanyahou ce qu'il ne voulait pas. Netanyahou ne voulait pas finir la guerre maintenant. Et le Hamas ne voulait surtout pas finir la guerre parce que plus ça dure, plus il y avait des morts, plus Israël était isolé, plus vous aviez des manifs anti-israéliennes partout dans le monde et plus ça servait les intérêts de l'Iran et du Hamas. Donc il ne voulait pas stopper. Et Trump a réussi à réunir une masse critique d'États arabes pour contraindre le Hamas à arrêter. Et ensuite, sur Netanyahou, ça a été très habile. Il a été celui qui a été bombardé lui-même les centrales, les sites d'enrichissement nucléaire iraniens. Et une fois qu'il a fait ça, il a dit maintenant à Netanyahou, tu arrêtes à Hamas et tu arrêtes à Gaza. Et c'est ça qu'il a obtenu. Olivier Benkemoun est en direct avec nous. Il vit ce moment historique en direct de l'aéroport Ben Gourion. Bonjour Olivier, on vous a entendu évidemment depuis le début de cette matinale et vous pouvez peut-être nous donner une atmosphère, une couleur de ce qui se passe ici avec une émotion sans doute présente. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Il y a beaucoup de journalistes ici, donc ça commente énormément. Le moment d'émotion, je veux dire, c'est quand tout à l'heure Donald Trump est apparu en haut de cette passerelle, et puis le moment qui avait précédé celui-ci, c'est le moment où les otages ont été libérés, parce que tout le monde regardait sur les écrans, il y a du silence évidemment, et puis il y a eu des applaudissements et aussi beaucoup de joie, beaucoup de sourires. C'est un moment très très important, c'est le moment de célébration où à peu près tous les médias et tous les
les hommes politiques de ce pays et tous les habitants de ce pays sont d'accord pour dire merci, Monsieur le Président. Vous l'avez dit tout à l'heure. Merci. Et d'ailleurs, Isaac Herzog, le président israélien, l'a dit à travers un communiqué. Israël et les Juifs du monde entier vous doivent beaucoup, Monsieur le Président, aujourd'hui. Donc vous devez être honoré. Et c'est ce qu'est aujourd'hui Donald Trump. Je vais me retourner vers ce qui se passe sur le tarmac parce que Donald Trump est entré à présent à l'intérieur de The Beast, cette immense voiture qui est blindée. Et j'aurais aimé qu'on élargisse un tout petit peu l'image, si l'on peut, parce que le cortège de voitures officielles est juste impressionnant. Il y a évidemment en fond cette Air Force One, cet immense avion, mais là il y a 50 voitures qui sont derrière sur la droite, des voitures officielles. Il y en a autant à gauche qui vont entourer, qui vont accompagner le président Trump, qui donc a été remercié. Il n'a pas pris la parole tout à l'heure sur le tarmac, mais qui a pris le temps de parler longuement à Benjamin Netanyahou et au président Herzog. Et ils se sont tenus, vous avez vu cette image où ils se sont congratulés. C'est nous qui avons fait la paix, en quelque sorte. C'est nous qui aujourd'hui avons réussi à libérer ces otages malgré l'opposition internationale, malgré les colibés, malgré parfois la haine contre Israël. Aujourd'hui, c'est notre jour, on va en profiter. Donc Donald Trump part dans quelques minutes, vous allez le voir, vers Jérusalem. Il y a un peu moins d'une heure pour y aller. Il va rencontrer des familles d'otages, il va aller à la Knesset, il va s'adresser à toute la classe politique, il va se mettre d'accord. Peut-être la classe politique n'est pas unanime, évidemment, pour l'action de Benjamin Netanyahou. On en a longuement parlé, mais là, l'arrivée de Donald Trump, ça, tout le monde est unanime. Il a mis d'accord tout le monde parce que les otages sont aujourd'hui à la maison. Il est 9h06. Nous sommes le lundi 13 octobre. Et c'est vrai qu'on a le sentiment parfois que le vent de l'histoire souffle. Et que nous assistons là, tous ensemble, à un moment historique. Donc il y a évidemment le recul qu'on doit avoir, mais aussi l'émotion. Et cette émotion, elle est forte, Vincent Herouet. Vous qui suivez depuis tant d'années la vie diplomatique, la vie internationale. Hier soir, Trump a dit la guerre est finie. Et l'espoir qu'on a tous, c'est qu'enfin, dans cette région du monde, si malmenée depuis tant d'années, qu'il y ait peut-être pour la première fois depuis bien longtemps une possibilité de paix. Et c'est cela ce matin qui nous rend peut-être d'abord assez émus, disons-le, et puis cet espoir, il est là. Alors je voulais savoir si vous partagiez ce que je dis là, ou si il faut peut-être se méfier, comme toujours, de ces émotions, et on a vu par le passé. On est payé comme journaliste pour être un peu sceptique, hein, et c'est vrai on apparaît comme des rabat-joie. Ce que l'on vit là, à mes yeux, c'est la fin du 7 octobre. C'est qu'enfin, cette journée épouvantable qui a traumatisé Israël, qui l'a placé dans une sorte d'état de choc, enfin, cette journée de cauchemar se termine. Ça ne veut pas dire que la paix éternelle dont parle Donald Trump va se réaliser. À Sharm el-Sheikh, cette station sur les bords de la mer Rouge, on a vu toutes sortes de paix se noyer, s'enliser. Depuis les accords d'Oslo de 94, ça fait donc plus de 30 ans, on sait comment les choses vrillent et comment les détails, dans le sable du désert, ça ne marche pas comme sur des roulettes, hein, la paix. Et donc toute la négociation, il y a 20 points dans le plan de Donald Trump. Le premier est en train de s'accomplir, mais le premier est sans doute, même si c'est un tour de force dont il faut féliciter le président américain, ce premier point est sans doute le plus facile à acquérir, était le plus facile à acquérir. Vous trouvez ? L'échange, non, ce n'est pas évident du tout et personne ne le répond. Oui, vous dites le plus facile, c'est pour ça que... Parce que les autres qui vont venir, par exemple désarmer le Hamas, le neutraliser, l'extraire, le sortir de Gaza, ce sera une autre paire de manches. Il suffit de regarder ce qui s'est passé depuis 48 heures sur le terrain. Donc, à l'évidence, il y a aujourd'hui une journée de délivrance aux captifs, la libération. Il y a quelque chose qui est un immense soulagement de voir ces gens qui étaient au supplice être enfin recouvrer la liberté. Et donc, ce que je vous disais, c'est que le jour où on les sort des oubliettes, il faut oublier les préventions qu'on peut avoir quant à la suite de ce processus politique. Mais la politique, la diplomatie, la négociation, ce sera un autre combat. Ce ne sera pas une partie de plaisir
et rien n'est garanti. Voilà. Image hypnotique, j'ai envie de dire, de voir ces deux hommes qui sont dans la voiture du président américain, Benjamin Netanyahou, avec Donald Trump, et ce cortège qui va s'ébranler et partir. Pas banal, vous savez. Hein. Mais bien le sûr fait que c'est qu'il pas embarque banal. le Premier ministre Bien israélien, sûr, mais vous avez parfaitement raison. c'est un geste en soi. Bien sûr. Et Il c'est l'avait pour ça. il l'avait fait avec Vladimir Poutine quand ils se sont vus en Alaska. Et c'était manifeste. Visiblement, ça va devenir peut-être une forme d'habitude, une forme de rituel. Elisabeth Lévy. Bah, moi, je dis, je comprends, j'ai envie aussi de penser que c'est une journée historique, mais je trouve que l'émotion est quand même mêlée de beaucoup de souffrance et de tristesse. On a déjà eu les premiers témoignages des survivants, des otages survivants. Et là, il y a quelque chose, si vous voulez, je l'ai déjà dit le mot, d'irréparable, parce que prendre des otages, c'est déjà une façon vraiment dégoûtante de faire la guerre. Mais les torturer, ça n'a aucun sens tactique, ça n'a aucun sens stratégique, ça n'a aucun but, sinon d'humilier, de torturer des juifs. Et quand vous dites que le 7 octobre est fini, Vincent, j'aimerais le croire, je suis pas sûr qu'il soit fini ici dans les esprits. J'entends les types de la flotille rentrer, oser dire qu'ils ont été torturés. J'entends Mélenchon qui ce matin refuse de demander le désarmement du Hamas. Alors oui, j'ai envie aussi de dire merci au président Trump, merci à l'armée israélienne d'avoir rendu ça possible, hein, la force de la diplomatie, mais j'ai beaucoup de douleur et de souffrance aussi pour ce qui se passe en ce moment. Voilà. Richard Millet qui est avec nous ce matin. Et je suis frappé par le fait qu'il ne reste que 20 otages vivants. Vous voyez, ça me frappe, ça me choque et ça en dit long sur le Hamas. Et deuxièmement, Vincent, vous avez raison sur l'histoire de la paix, parce que n'oublions pas que Israël... Combien d'otages, pardonnez-moi de rebondir sur ce que vous dites, parce que c'est effectivement important, 20 otages, combien avaient été... 28 Il y en a 28 morts 28 et 20 et combien a Il y été... a 47 plus Combien 1. 252, je crois, au départ. Donc, c'est-à-dire que... Et alors, certains ont été libérés déjà. Oui, mais moi, j'arrive pas à faire le compte de ceux qui sont morts. Et surtout, j'ai une grande énigme, et ça, vraiment, j'aimerais aller en Israël, par exemple, pour faire ce reportage-là, savoir que ce que sont devenus les rescapés, d'ailleurs. Et comment ils ont vécu. Parce qu'il y a un grand soulagement le jour de la délivrance. Oui, bien sûr. Et après, il y a, quand on découvre dans quelles conditions, justement, ils ont été détenus et ce qu'ils ont enduré, le supplice qui leur a été infligé pendant des mois et des années, il y a de l'amertume, Il y en a un de la qui s'est fureur. suicidé il y a 2 jours. Pierre Lelouch. Mais Richard Millet voulait terminer sans doute. Non, j'avais dit en même temps que vous qu'il y en avait un qui s'est suicidé récemment, Il y a 2 jours. il y a 2 jours. Mais non, je voulais dire que la paix n'est pas là, puisque Israël continue, à juste titre, à bombarder certaines positions au sud Liban et dans la Beka au Liban, du Hezbollah. Très important. Et quand vous disiez que les Émirats unis étaient la clé de cette paix des accords d'Abraham, n'oublions pas que l'acteur majeur n'a pas encore signé, qui est l'Arabie saoudite. Le jour où l'Arabie saoudite signera la paix avec Israël, je pense que les choses, maintenant... Donald Trump a donc quitté l'aéroport Ben Gurion. Il part pour Jérusalem. Il fera un discours dans un peu plus d'1 heure, sans doute. Ouais. On va essayer d'analyser ce qui se passe actuellement. On imaginait que c'était impossible, disons-le, ce cessez-le-feu, ces échanges otages prisonniers, et puis ce retrait israélien partiel. Et si on cherche à analyser, Pierre Lelouch, Vincent Hervouette, il y a sans doute 2 raisons qui expliquent ça. D'abord, la personnalité de Donald Trump, hors des canons habituels. Et c'est intéressant parce que les bien-pensants ont tellement critiqué Donald Trump qu'on s'aperçoit aujourd'hui que sa méthode si particulière, quand je dis qu'elle déroge de tous les canons habituels, je pense que vous ne me démentirez pas. Non. Et puis la deuxième chose qui peut expliquer ce que nous vivons actuellement, c'est la position du Hamas. C'est-à-dire que le Hamas a considéré que les otages n'étaient plus un atout. Il y a une sorte de changement de stratégie du Hamas. Oui. Et c'est peut-être cela qu'il faut expliquer à ceux qui nous écoutent, Pierre Lelouch. Pourquoi le Hamas a-t-il changé de stratégie ? Parce qu'ils n'avaient plus d'autres options. Ils n'avaient plus d'autres options. Ils ont été isolés par les Arabes qui les ont laissés tomber. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très important. Mais ça veut dire quoi pour demain ? Il n'y a plus d'Iran pour les aider et les États arabes sont pour l'accord. Donc le Hamas doit sortir maintenant. Et l'accord de paix prévoit la possibilité pour les dirigeants du Hamas de sortir, de partir. Un peu comme les Palestiniens de Arafat étaient partis après la guerre du Liban, partis en Tunisie. Donc le Hamas, théoriquement, doit quitter. Maintenant, ils ne veulent pas désarmer parce qu'ils veulent continuer à garder le contrôle. C'est ça
C'est ça qui se joue. Est-ce qu'ils vont réussir ou pas à garder le contrôle de Gaza? Ou bien est-ce que les États arabes vont réussir à mettre une force internationale rapidement, pour remettre de l'ordre et prendre le contrôle de l'enclave sous l'égide d'un comité international qui est en fait un protectorat. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de passer du contrôle israélien de Gaza à un contrôle international. Et c'est ça qui peut tout changer, parce que pour la première fois, les Gazaouis sont plus en prison en plein air, sous l'occupation israélienne, avec des Égyptiens qui les détestent et qui ferment la frontière sud. Pour la première fois, il peut y avoir un plan de développement qui va tout changer. C'est ça qu'il faut très vite mettre en place. Là, contre la montre. Je vous interromps bien sûr, parce que le convoi des otages est en train d'arriver, et vous imaginez l'émotion évidemment de ceux qui les attendent depuis tant de mois, et ces scènes qu'on va sans doute découvrir de joie ultime. Alors, je pense toujours, Vincent Hervouet, à ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas votre connaissance et qui ont besoin d'un décryptage. Donc, à la question du Hamas, Pierre Lelouch répond très clairement, il n'avait pas d'autre solution. La personnalité de Trump, je pense qu'il n'est pas utile d'y revenir, c'est une personnalité à part, qui agit avec en dehors des canons habituels. Mais la position de Netanyahou maintenant, qu'est-ce qui fait que Netanyahou, entre guillemets, a accepté qu'on lui torde le bras? C'est ce que j'entends parfois. Ou qu'il arrête les frais. Et pardonnez-moi si cette expression est un peu triviale. Quel est, au fond, son intérêt? Et c'est ce décryptage aussi qui est sans doute intéressant pour ceux qui nous écoutent. Bon, il y a toute une série de raisons qui peuvent expliquer le ralliement de Benjamin Netanyahou au plan de Donald Trump. Il y en a qui sont évidentes et d'autres qui le sont moins. D'abord, la première chose, c'est que sur Donald Trump lui-même, il faut quand même relever que ce qu'il a fait là, c'est une volte-face. Oui, justement, mais ça c'est la première chose. Volte-face, vous avez raison. C'est pourquoi je vous pose cette question. Il est toujours déroutant, même jusqu'au bout. Et là, il s'est rallié, il a monté ce plan. On n'est plus dans la Riviera, on n'est plus dans cette espèce de rêve éveillé, même si il y a l'idée quand même, au bout du compte, qu'on fera de Gaza sous contrôle donc international, avec un gouverneur qui aurait pu être Tony Blair, une sorte de proconsul. On fera de Gaza une zone de richesse à reconstruire. Oui. Pardon ? C'est une zone franche. Une zone franche, oui. C'est ça. Mais Trump n'a pas varié. Alors, le premier plan qu'il a annoncé en présence de Netanyahou... Pierre Lelouch. Dans son bureau en février, il a parlé de Riviera. D'ailleurs, Netanyahou était slovaqué. Ça a fait rigoler tout le monde à l'époque, mais en fait, ce qu'il avait en tête, et à l'époque, il voulait même prendre possession de Gaza. Il dit les États-Unis vont prendre possession de Gaza. Ça a été abandonné au fil des mois, mais pas l'idée centrale. L'idée centrale, c'est qu'on va faire la paix grâce au développement économique. Oui. Et que Gaza va être autre chose qu'une prison à ciel ouvert pour des réfugiés génération après génération. C'est ça l'idée maîtresse. Et c'est ça qu'il faut encourager. Et moi, j'espère que la France va jouer pleinement son rôle plutôt que d'organiser des réunions de ministres à Paris sans Israël, ce que je ne pardonne pas ce qu'a fait l'excellent monsieur Barrot avec son patron l'autre jour, jeudi, réunir 5 ministres européens, 5 ministres musulmans, sans Israël, pour parler de l'application de l'accord de paix, auquel il n'avait d'ailleurs nullement contribué. Donc, si c'est la politique le jardin de l'Élysée que met l'ancien ministre Lelouch... Non mais franchement, si le rôle de la France va être de pourrir la situation, c'est pas la peine. Je préférerais qu'on soit du côté de ceux qui aident. Mais alors j'entends bien, faut que vous expliquiez à ceux qui nous écoutent, pourrir la situation, comment et en quoi? C'est-à-dire en étant complètement illisible du côté israélien, c'est-à-dire en tapant sur Israël longueur de journée, en disant que le sujet c'est l'État palestinien, et en fait ne pas se concentrer sur ce qui doit être fait d'abord, c'est-à-dire faire en sorte que Gaza réussisse. Ils mettent de l'argent, ils mettent des moyens, et puisque M. Macron aime tellement envoyer des forces en Ukraine ou ailleurs, par exemple, qu'il y ait une force européenne qui donne un coup de main à des forces arabes pour l'Ukraine. Elisabeth Lévy. Là où j'ai un tout petit doute sur cette affaire de développement économique, c'est que j'ai dans l'oreille
Shimon Peres et les grandes autoroutes de l'information du Moyen-Orient. L'idée, d'ailleurs assez macronienne, que de la prospérité, si vous voulez, va naître la paix et peut-être quand même se jette un petit peu à caution. Parce que moi, ce que je vois aussi, c'est des haines irréconciliables. C'est des gens qui pensent qu'il faut faire disparaître Israël de toute façon. Je ne sais pas si c'est le développement économique qui va le changer. Je ne vous dis pas non. Bon, le président Macron va s'exprimer dans un instant. Vincent Herouette, si on essaye de résumer avec les questions sur le Hamas qu'on a posées, sur Netanyahou qu'on a posé, sur Trump qu'on a posé, qu'on tire une sorte de bilan, en tout cas de synthèse, le grand vainqueur c'est Trump. Voilà. Netanyahou apaise, entre guillemets, son opinion, et le Hamas respire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le Hamas respire, c'est-à-dire que le Hamas a repris ce week-end le haut du pavé, pour autant qu'il y a encore des pavés d'ailleurs, à Gaza, en établissant des barrages sur le principal axe routier et en engageant des règlements de compte avec ceux qu'il appelle les collabos, c'est-à-dire en allant à la chasse aux traîtres à Gaza City et à Rafah. Ce qui, quand même, augure assez mal de l'avenir. Après, on a entendu les dirigeants du Hamas expliquer qu'il n'était pas question de désarmer parce qu'il fallait une autorité palestinienne, une force armée palestinienne sur place, et que tant que l'occupation continuerait, elle serait légitime. C'est quelle occupation dont il parle? Celle entre le fleuve et la mer, ou celle simplement de la lisière de Gaza, cette zone de contrôle que les Israéliens vont continuer à se tenir. Donc on voit bien qu'ils ont toujours en tête à la fois de continuer à exercer leur emprise sur le territoire et à maintenir les Israéliens dans la ligne de mire, ce qui évidemment augure mal de l'avenir. Le deuxième point sur Emmanuel Macron. Il a fait effectivement à la fin de la semaine dernière une conférence ministérielle avec des pays européens, sur l'avenir, le jour d'après à Gaza. Ce qui est extraordinaire, c'est de ne pas avoir invité les Israéliens, puisque quand on parle de l'Ukraine, il n'est pas question de tenir une réunion sur l'Ukraine sans inviter les représentants de M. Zelensky, ou Zelensky lui-même. Et d'ailleurs, c'est assez naturel. Donc on a mené cette conférence et on sent qu'il y a une volonté pour les Français de participer à ce qui va se passer dans le jour d'après, alors qu'ils sont tenus à bout de gaffe par les Israéliens comme par les Américains, même si les Américains ont repris une partie du plan franco-saoudien. Ce que je veux dire par là, c'est que les Français veulent en être, et la première chose que ce sera, c'est de participer à la force intérimaire ou la force internationale qui sera mise en place avec un mandat onusien, et vous pouvez parier, je suis prêt à prendre le pari, que la grande idée sera de transférer les soldats de la FINUL, le bataillon français de la FINUL qui depuis près de 50 ans est en place au sud Liban, de le transférer à Gaza. Je leur souhaite beaucoup de joie, parce que j'ai souvenir, pour y avoir été, à Beyrouth en 83, j'ai souvenir de précisément ce qui s'est passé avec la force multinationale et comment les Français ont servi au Drakkar de cible à tous les méchants du moment. J'entends, je sais, j'entends et je pense vraiment à ceux qui nous écoutent et qui peuvent être parfois non pas perdus, mais qui ne connaissent pas aussi bien la FINUL et tout ce que... Ok, alors on va faire simple. La France a été chassée du Liban. La France a été chassée du Liban. Elle rêve aujourd'hui d'aller à Gaza. Eh bien, c'est passé de Karim Ansilla. D'accord. J'entends. Alors, prétention de vouloir être l'acteur principal dans des pays qui sont aussi compliqués et où les gens sont aussi peut-être passionnés. Peut-être qu'elle tirera justement les enseignements et qu'elle vous écoutera, pourquoi pas, la France, et qu'elle peut-être qu'elle sera... Elle veut en être, elle veut jouer un rôle. En revanche, il y avait des images que je trouvais très intéressantes à l'instant et j'aurais aimé, je ne sais pas si ces images d'émotion de la foule israélienne, on peut les voir ou si nous les avons, Marine Lançon. Ça, c'est évidemment des images que le président français est en train d'arriver, images en direct, le président français, Emmanuel Macron, qui prendra la parole, j'imagine, dans quelques instants. Mais ces images donc d'émotion, nous ne pouvons plus les avoir en direct. Alors, il y a beaucoup de réactions que je voulais vous proposer ce matin.
Et on avait prévu d'entendre le président Trump quand il a dit la guerre est finie. Je voulais vous faire écouter Jonathan Arfi également qui a pris la parole, le président du CRIF. Peut-être qu'on peut écouter effectivement ce que... Alors voilà, ça ce sont des images en direct. Non, c'est la place des otages à Tel Aviv, ce ne sont pas des images en direct. Donc Marine va pouvoir me dire régulièrement, parce que c'est Marine qui va aussi nous piloter, nous aider, pour nous dire si ce sont des images en direct ou pas que nous recevons. Mais je voulais quand même vous faire écouter peut-être ce qu'avait dit Donald Trump, la guerre est finie. C'était juste avant de monter dans l'avion Air Force One. Écoutons-le. La guerre est finie, d'accord. Vous comprenez ça? Monsieur le Président, le cessez-le-feu va-t-il tenir? Êtes-vous confiant quant à la tenue du cessez-le-feu? Je pense que oui. Je pense qu'il va tenir. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il va tenir. Je pense que les gens en ont assez. Cela fait des siècles que les gens en ont assez. Le cessez-le-feu va tenir. Bon, la guerre est finie, vous avez pu le commenter tout à l'heure. Ça demande évidemment un peu de réserve. Vous disiez que les journalistes sont payés parfois pour avoir l'esprit critique ou être un peu rabat-joie. Mais c'est vrai que... En tout cas, c'est une terre où il vaut mieux éviter d'être prophète. Hein. Écoutez Jonathan Arfi, parce que sa voix est évidemment décisive, en tout cas importante. En France, c'est le président du CRIF et il se réjouissait du retour des otages. C'est le soulagement parce qu'il y a évidemment beaucoup de joie intérieure à voir et à espérer la libération de ces otages, de voir ces otages qui ont passé 2 ans dans les tunnels du Hamas être rendus à leur famille. Évidemment, encore beaucoup d'impatience, beaucoup d'inquiétude aussi parce qu'on ne sait pas évidemment dans quel état ils seront rendus aux familles. Et puis dans quelle mesure, bien sûr, tout sera respecté de la part du Hamas, qui reste une organisation terroriste et donc une organisation particulièrement cynique. Je crois qu'on va être avec Régine Delfour dans un instant, qui est en direct de la place des otages, mais je crois également que Meir Habib est en direct avec nous et qu'on va pouvoir l'écouter, si tant est que la liaison soit établie. Elle ne l'est pas encore. Je vous propose d'écouter en France la réaction des personnes de confession juive qui sont soulagées, bien sûr, ce matin. Je ressens un immense soulagement. Ce sont des personnes qui ont énormément souffert et de les imaginer libres pour ceux qui sont encore vivants, c'est une immense libération. C'est un vrai soulagement, surtout que ça tombe pendant Simchat Torah, c'est vraiment une fête où toute la famille est réunie, on est très heureux. On est aujourd'hui heureux et soulagés. Ça fait 2 ans qu'on attend ce moment, ça fait 2 ans qu'on vit ces moments un peu avec les personnes, que ce soit en Israël, que ce soit aussi toutes les personnes qui partagent le désespoir. Meir Habib, je vous l'annonçais, est en direct avec nous de la Knesset. Il est apparenté aujourd'hui LR. Bonjour Monsieur Habib. Bonjour Pascal Pro. Et merci d'être avec nous. J'imagine que ce sont des sentiments qui sont paradoxaux. Il y a à la fois la grande joie ou le soulagement de revoir ces otages. Mais comment oublier le 7 octobre et comment oublier ceux qui ne reviendront pas? Moment historique, beaucoup d'émotions. Les parents qui retrouvent ce qu'ils ont de plus cher, qu'ils pensaient peut-être ne plus jamais revoir. Vous savez, le peuple juif sanctifie la vie. Il paye un prix immense. Il libère des milliers de terroristes avec du sang sur le main pour essayer de sauver la vie de ces otages qui ont été pris par des barbares, qui ont violé, qui ont tué, qui ont massacré, qui ont brûlé. Au cri de Allah Akbar, les mêmes hurlements qui ont tué chez nous, comme là des Anglais, vos collègues de chez Charlie, au Bataclan. Et alors, il y a à la fois une immense émotion et à la fois une pensée pour toutes ces victimes, à la fois les 1200 morts du 7 octobre et ces soldats qui sont tombés dans la défense minuscule d'État juif. Et là, dans quelques minutes, Donald Trump va arriver. En attendant son discours avant qu'il aille en Égypte. Il y a peut-être un moment d'espoir pour cette région. Peut-être que le monde comprendra enfin qu'il a un allié, le monde libre, c'est l'État d'Israël, qui défend les valeurs judéo-chrétiennes dans cette partie du monde. En tout cas, une immense émotion
aujourd'hui en Israël, à Jérusalem. Voilà, c'est les larmes, les schools, on entend minute après minute les témoignages des parents et c'est tellement d'émotions. C'est 2 ans jour pour jour, Pascal Faux. Dans le calendrier juif, nous fêtons la fête des cabanes, la fête de Sukkot. Et ce soir, c'est Simchat Torah, la fête de la Torah. Et ils avaient choisi le jour de la Torah où tous les juifs sont dans la joie dans les synagogues pour commettre le pire, le 7 octobre, ce qui s'est passé, ce pogrom le plus dramatique depuis la Shoah. Et 2 ans jour pour jour, alors pour les croyants, il y a un symbole particulier, 2 ans jour pour jour après le 7 octobre dans le calendrier hébraïque, il y a la libération et nous espérons la fin de cette tragédie. Mais compliqué de dire que c'est la fin parce que c'est une guerre qui dure de 80 ans avec des gens qui ne veulent pas un État à côté d'Israël, mais à la place d'Israël. Et on le voit encore une fois, mais on va aujourd'hui dans ce jour de joie, d'optimisme, tout en ayant une pensée évidemment pour les victimes et pour les femmes, les enfants. Vous savez, le 7 octobre, des familles entières ont été rayées, c'est-à-dire il y a les grands-parents, les parents et les enfants par des barbares. Merci, meilleur Habib. Mais la liaison n'est pas extraordinaire, bien sûr, mais elle a permis quand même de traduire votre émotion. Merci, meilleur Habib, alors que, évidemment, c'est le convoi des otages, la libération des otages que nous voyons sur la gauche. On peut écouter Benjamin Netanyahou, les enfants reviennent, c'est ce qu'il a déclaré ces dernières heures. Chers concitoyens d'Israël, ça sera une soirée de joie et de bonheur, car nos enfants vont revenir à la frontière. Cela va être historique. Ils vont revenir à la maison auprès de leur famille. À la frontière de Gaza, ça. Ça ressemble au checkpoint à la frontière. Benjamin Netanyahou, ensemble nous avons réussi, c'est ce que je voulais vous faire écouter également. Ensemble, nous avons réussi à obtenir des victoires énormes que le monde entier apprécie. À chaque endroit où on a combattu, nous avons gagné. Je dois vous dire sincèrement, le combat n'est pas terminé. Nous avons encore d'énormes défis à relever. Et l'image que vous voyez évidemment quasiment en plein écran est Reim, Jules Torres, qui est la base militaire là où les otages seront échangés. C'est bien cela? Absolument. Un mot évidemment également de tous ceux qui sont morts du côté palestinien. Je pense que c'est important de le dire, même si les chiffres sont... Ils sont nombreux de toute façon, mais on aimerait savoir ce qu'ils pensent aussi. Non mais ce que je veux dire, il y a des dizaines de milliers probablement. C'est ça précisément le chiffre annoncé par le Hamas, c'est 67 000 morts. Sur les 67 000, il y a probablement une trentaine de milliers de combattants. Et après, on ne sait pas. On ne sait pas en vérité. Le problème, c'est que faire la guerre pendant 2 ans dans une conurbation urbaine où il y a 2 200 000 habitants, depuis le début, c'était extraordinairement risqué politiquement pour Netanyahou. Et ça a coûté extrêmement cher à Israël en termes de réputation et d'isolement dans le monde. Ça a déclenché une vague d'antisémitisme mondial absolument terrifiant. Donc le prix payé est extrêmement lourd. Bien sûr. Extrêmement lourd et durable en plus. Cet antisémitisme, il s'est maintenant enquisté dans des partis politiques. Il faut entendre ce que j'entends en France, mais me fait peur, même en Italie, en Espagne. C'est ce que disait Vincent Herouet, et c'est, je crois que vous qui le disiez, la grande victoire du Hamas, elle est là. Bien sûr. Que dit Pierre Lelouch, et vous citiez le chef du Hamas qui est... oui, c'est pour ça que la joie de la délivrance aujourd'hui, elle est bien réelle, mais elle est quand même un peu mitigée, parce que le triomphe de Yahya Sinwar, c'est aujourd'hui l'isolement d'Israël, mais pas uniquement. La tyrannie islamiste sur Gaza n'est pas à terre. Moi, j'attends de voir réellement se mettre en place cette force qui désarmera le Hamas. Pardonnez-moi, mais juste, je vois ce qui se passe au Liban juste à côté. Voilà. Je veux rester simple pour l'auditeur, mais au Liban, 1 an après la liquidation
de la plupart des cadres et du chef du Hezbollah, le Hezbollah n'a toujours pas désarmé. Donc j'attends vraiment de voir le Hamas abandonner son petit arsenal, parce que l'essentiel a été détruit, mais il suffit d'un couteau ou d'une arme de poing pour terroriser une population, et j'attends de les voir vraiment soit quitter l'enclave, soit abandonner le combat, la lutte armée. Et j'ai beaucoup de mal à y croire. Par ailleurs, Yahya Sinwar, c'est vrai, il a réussi un truc absolument inouï quand vous regardez le bilan. Vous avez vu en cascade ce qui s'est passé depuis 2 ans, c'était inouï. D'abord, effectivement, Israël se retrouve au banc des nations. C'est vrai que le dialogue avec les Arabes, les pays arabes, va être même compliqué à reprendre, à renouer. Mais l'Iran a pris un coup dans les dents redoutables. Et pour la première fois hier, d'ailleurs, il y a un journal de Téhéran qui a reconnu que la guerre lancée par le Hamas avait été une erreur fatale, parce qu'ils ont perdu une partie quand même de leur arsenal nucléaire, quand même dans l'affaire. Et puis, la Syrie a basculé, le Liban a été théoriquement délivré de la milice qu'il tenait en joue. Donc les conséquences sont incroyables, incroyables et durables. Donc la parenthèse, elle n'est pas prête de se refermer. Et c'est pourquoi, ce matin... Il n'y a que le calvaire des otages aujourd'hui, de ces hommes jeunes, plus âgés de la cinquantaine, la plupart ont une trentaine d'années, qui se termine. Oui, le calvaire se termine et commence une autre histoire. C'est vrai. Et c'est là qu'il faut prendre ses responsabilités. Si on est au Conseil de sécurité et qu'on va être une grande puissance, il faut s'assurer que la deuxième partie, qui est la plus difficile, se traduise dans les faits. Richard Millet. Ce que je voudrais préciser par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que le plan américain pour le Liban est une énorme pression sur le gouvernement libanais. C'est-à-dire que chaque jour, ils insistent pour que le désarmement du Hezbollah soit commencé. On a vu que certains camps palestiniens commencent à rendre leurs armes au Liban. Et là, je pense qu'ils ne les lâcheront pas, les Américains. Voilà ce que je voulais dire. Non, mais la victoire, Elisabeth Lévy. l'une des victoires de Sinwar, c'est quand même d'avoir pénétré dans les têtes de beaucoup d'étudiants occidentaux. Bien sûr. Et si vous voulez, ce qui se passe dans les facs aujourd'hui, est-ce que, disons, le fait qu'au moins les opérations militaires s'arrêtent va calmer ce qui se passe dans les facs? Je n'en sais rien du tout. Et par ailleurs, on ne sait pas non plus ce que pensent les Gazaouis. Combien sont encore acquis au Hamas idéologiquement, je pense. Non, mais vous avez parfaitement raison, et ce que disait Pierre Lelouch également, de voir les conséquences de ces 2 années. Régine Delfour est avec nous à les places des otages à Tel Aviv. Régine, merci d'être avec nous depuis le début de la matinale. Vous étiez avec Romain Desarbes tout à l'heure. Il y a une atmosphère qui est peut-être partagée, je le dis depuis tout à l'heure, à la fois le soulagement, la joie, mais aussi comment oublier ceux qui ne reviendront pas, et comment penser à ces familles qui ne reverront pas leurs frères, leurs sœurs, et qui assisteront au retour des otages qui ne sont pas de leur famille. Régine Delfour. Oui, Pascal, vous l'avez effectivement résumé. Il y a cet ascenseur émotionnel, c'est-à-dire il y a ces moments de joie quand on a vu les 7 otages vivants être déjà libérés une première fois. On attend encore, il y a 40 minutes d'attente là, alors que le Hamas aurait dû déjà libérer de 13 autres otages vivants. Et puis il y a cette incertitude par rapport au corps d'otages, les 28 autres qui doivent rentrer, parce qu'on n'a aucune précision. On ne sait pas quand ces corps vont rentrer. Parmi les 13 otages vivants, il faut faire aussi très attention. On n'a pas non plus l'identité certaine. Alors on passe par des moments, comme je vous le disais, un peu d'euphorie, parce qu'il y a des parents qui peuvent échanger avec leur enfant. On a vu aussi une femme parler avec son mari. L'armée israélienne vient de montrer des images de ces 7 otages qui sont revenus en Israël. Mais maintenant, il y a l'attente des 13 autres vivants et puis surtout des 28 autres corps. Merci beaucoup, Régine Delfour. Alors, j'imagine ceux qui nous écoutent ce matin, parce que il y avait une actualité française XXL avec ce changement de gouvernement, mais vous comprendrez évidemment que tous nos regards sont portés à Gaza, à Tel Aviv. D'ailleurs, l'image que vous voyez tout à l'heure, j'ai dit qu'elle c'était la base de militaire de Reim. Et cette image-là, c'est l'hôpital Nasser à Gaza, puisque les drapeaux palestiniens que vous voyez flotter, d'ailleurs, montrent que c'est à Gaza. Donc, pardonnez-moi pour cette
cette erreur que j'ai faite tout à l'heure. Les otages, évidemment que les otages, ils sont au cœur aujourd'hui de cette émotion et de cette journée particulière. Et Benjamin Netanyahou, avec son épouse, a rapporté qu'il avait rencontré précisément les otages. Je vous propose de l'écouter. Ma femme et moi, nous avons rencontré des familles d'otages. Nous avons vu, nous avons senti leur douleur. Ils m'ont suivi. Ils étaient avec moi dans mon corps à chaque décision prise. Je leur ai promis, je ne vais jamais relâcher jusqu'à ce que tous les otages reviennent. Toutes les otages reviennent, Vincent Hervouet. C'est vrai qu'il y a une interrogation, vous le disiez tout à l'heure, sur le nombre d'otages qui sont morts et qui ne reviendront pas. Jules Torres ? Oui, il y a eu 251 personnes enlevées le 7 octobre 2023. Il y en a au moins 153 qui sont revenus depuis. Mais on sait qu'il y en a eu 7 donc, ce matin qui ont été remis à la Croix-Rouge. Il y en aura 13 autres aujourd'hui. Mais la plupart des otages qui avaient été pris le 7 octobre sont malheureusement morts. Et on avait vu cet otage il y a quelques semaines qui était dans un tunnel et qui expliquait qu'il était en fin de vie. Je ne sais pas. Il creusait sa tombe. Voilà, il creusait sa tombe. Je ne sais pas si cet otage sera, et je l'espère en tout cas, parmi ceux qui pourra retrouver sa famille. Ces images-là ont été utilisées par une députée. Pierre Lelouch. Vous savez ça? Oui. Ces images-là ont été utilisées par une députée LFI pour dire le Greta sort Thunberg. que subissaient les Palestiniens. Vous l'imaginez? C'est pas Greta Thunberg, je pense. Ah, c'est Greta Thunberg, oui. Je le dis à Marine d'ailleurs, Ouais, si on peut retrouver cette image de cet homme qui disait je creuse ma tombe, image absolument terrifiante, et on espère bien sûr qu'il sera libéré, qu'il sera parmi ceux qui à part la sont mafia vivants. et quelques régimes totalitaires ont un peu d'exemples quand même de geôliers tortionnaires qui font creuser leur tombe à leurs prisonniers. C'est quand même une image absolument saisissante. Hein. C'est vraiment une forme de sadisme. C'est une torture. Bon. Mais les otages, quand ils sont libérés, d'ailleurs, ils reviennent en général quand même terriblement traumatisés. Hein. C'est un véritable travail de reconstruction, mais la résilience, c'est bien, mais c'est un mot. La parenthèse, elle n'est jamais refermée. Jamais. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'eux-mêmes qui restera dans les souterrains. Je pense à Jean-Paul Kaufmann, qui avait été otage pendant de nombreuses années et qui a raconté ça souvent, que la vie était quasiment impossible. Et la torture qu'il avait subie, je crois qu'il avait été transporté dans un cercueil. C'est ce qu'il racontait. Oui, et comment revivre ensuite? Ils étaient comme des momies, en fait, glissés à l'intérieur sous les voitures, en fait, sur le châssis. Il y a beaucoup d'ingéniosité, en général, chez les terroristes. Hein. Il y a une capacité à inventer des modes de torture nouveaux et des façons de tuer nouvelles. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, le calvaire des otages, non seulement il n'est pas terminé parce qu'une partie d'eux-mêmes a été amputée, ce sont des jeunes hommes qui sont rentrés, qui ont été pris en otage, ce sont des hommes fragiles qui sortent de leur détention 2 ans après. Et en plus, il y a tout ce qu'ils vont découvrir. Parce que certains d'entre eux, dans l'angoisse, se sont demandé qu'est-ce que était devenu leurs proches, et il va falloir maintenant prendre en compte la Pierre Lelouch. cruel. Hein. C'est véritablement un témoignage déchirant d'un garçon qui s'appelle Elie Chirabi, qui a écrit un livre. Et la femme et ses 2 filles ont été tuées. Il ne le savait pas. Et il a été détenu presque pendant 2 ans. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans son récit, c'est ce qu'il raconte. Il raconte que quand il est arrivé à Gaza, il est tombé dans une foule de civils, hommes, femmes et enfants, qui voulaient lui arracher les membres. Et quand il a été relâché, même chose. Et quand il a été détenu, à un moment, il était dans la cave d'une habitation où il y avait une famille gazaoui, plutôt de la classe moyenne, semble-t-il. Donc, qui vivait normalement, les enfants faisaient leurs devoirs, etc. Et lui, il était en dessous, et on lui a expliqué pourquoi il était là. Donc, je m'interroge quand même, Pierre Lelouch, et je pense que tout le monde peut avoir cette interrogation sur le Hamas. Parce que voilà une organisation qui a perdu tous ses leaders pendant 2 ans, et qui a réussi quand même à garder la maîtrise de ses otages, manifestement. Absolument. Ce qui montre quand même une organisation peut-être plus structurée qu'on ne l'imagine. C'est pas très populaire ce que je dis là, mais c'est une réalité puisque elle est capable, après 2 ans de bombardements intensifs,
d'être entre guillemets toujours debout malgré tous ces leaders qui sont morts et de pouvoir avoir la main sur ces otages qu'elle libère. Donc je vous assure, quand je dis ça d'une manière évidemment comme un béotien, je ne connais pas comme Vincent et comme vous cette organisation, mais je me demande, vous parliez de mafia tout à l'heure, je me demande comment elle peut être organisée, comment elle a pu résister à cela en 2 ans. Rappelez-vous qu'on peut se demander. Éric Revel. Non, je vous en prie. S'il n'y a pas une complicité d'une partie des Gazaouis. Parce que quand vous avez des otages. Oui, il faut quand même une organisation, il faut qu'elle soit structurée. Là, qui est des otages qui. Non, mais qui est complicité, c'est évident. Oui, mais il faut quand même le souligner. Mais moi, c'est l'organisation qui m'intéresse. C'est ça qui me. Ce sont des organisations, il faut bien comprendre, ce ne sont pas des nationalistes. Ce sont des islamistes. La charte du Hamas, elle porte sur l'élimination d'Israël et la fabrication d'un califat islamique. Donc ce sont de vrais révolutionnaires. Ils sont pas, et la dernière fois qu'il y avait une élection, c'est-à-dire il y a 20 ans, en 2006, ils ont gagné l'élection et ils ont exterminé les gens du Fatah qui étaient en phase 2. Donc les Palestiniens de Ramallah détestent le Hamas. Pas tous. Les gens de l'OLP détestent le Hamas. Après la libération. Mais est-ce que les musulmans... C'était pas ma question, pardonnez-moi. J'entends bien. Oui, mais c'est ma question. J'ai un élément, si vous voulez. C'est que vous avez l'air de penser qu'ils contrôlaient ça parfaitement. Rappelez-vous ce qui s'est passé au moment quand les corps des enfants Bibas sont revenus en Israël. Je veux dire, en réalité, ils n'avaient plus la main déjà sur cela. Donc en réalité, je ne suis pas sûr que d'un point de vue logistique, c'était si... ils ont mis quelques jours, là aussi, à répondre aux demandes. Vincent Hervouette. Moi, j'ai l'impression que dans le Capharnaüm, dans la destruction, dans les ruines que sont quand même ce territoire, le Hamas a gardé une emprise et un contrôle qui, moi, m'épate. Ben voilà. Je suis désolé. Moi, je suis comme... Je ne veux pas être rabat-joie. Oui. Ils ont réussi à tirer un Katyusha la semaine dernière. Ils ont réussi... Là, ce qu'ils ont fait pendant le week-end, c'est à faire ressortir des gens de leurs forces de sécurité, c'est-à-dire la police, en fait, du Hamas, pour la disposer sur les axes routiers et pour contrôler et pour partir à la chasse aux traîtres, c'est quelque chose qui montre qu'une organisation qui reste quand même vaillante, bien qu'elle ait été décapitée. Quant à leur popularité, à l'intérieur de la société palestinienne, autant il y a 2 ans, le Hamas était honni en Cisjordanie dans les territoires, autant aujourd'hui, je serais curieux de savoir s'il y avait des élections, qu'est-ce qu'il donnerait. Parce que la libération des prisonniers, là il y en a 2000 qui vont être élargis. Il y en a 250 qui étaient des gens qui avaient été condamnés. Sur les 2000, la plupart ont été raflés en fait à Gaza pendant l'activité militaire. Il y a une grande partie d'entre eux. Mais là, sur les 250 qui ont été condamnés et qui sont relâchés, dont beaucoup ont du sang sur les mains, ce sont des gens qui seront fêtés à leur retour. Et tout le monde côté palestinien, fera porter le bénéfice de ces libérations au Hamas et à la logique de guerre. Oui, mais en plus, pour poursuivre votre question tout à l'heure, Pierre, vous avez raison, parce qu'on dit toujours terroriste, on oublie islamiste. Et moi, ce que je vois, j'aimerais savoir aujourd'hui, dans le monde entier, est-ce que les musulmans, ou est-ce que beaucoup de musulmans condamnent cela? Est-ce que beaucoup approuvent? Non mais... Encore une fois, c'est la clé de Pierre Lelouch. C'est la clé de ce qui commence aujourd'hui. Voilà. Ouais. Donc, je crois que la plupart des États arabes n'ont aucune envie de ces gens-là. Ils en ont peur d'ailleurs. L'Égypte n'a pas envie de voir arriver des Gazaouis en Égypte. Ils n'ont pas du tout envie d'avoir des frères musulmans, parce que tout ça, c'est... C'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire qu'en France, ces gens sont plus écoutés à Sciences Po qu'ils ne le sont dans les pays arabes. Vous avez brillamment résumé le sujet. C'est-à-dire que les Arabes, ils les connaissent. Personne n'a envie de voir arriver des Gazaouis chez eux. Donc le problème, ça va être de savoir si les Arabes du Golfe qui ont l'argent, plus un certain nombre de pays comme l'Égypte et des Européens et des Américains sont capables d'aller... Il faut l'espérer quand même, Richard Millet. N'oubliez pas une chose d'abord, les élections dans ces pays, vous le savez aussi bien que moi, sont
pas tout à fait ce qu'on pense qu'elle suit ici. Oui. Et deuxièmement, si j'en juge par le Hezbollah au Liban, il y a une politique de distribution d'argent permanente. C'est-à-dire que lorsqu'Israël, par exemple en 2006, a pilonné le sud-Liban, eh bien, le Hezbollah disait aux habitants du sud, ce n'est pas grave, on va reconstruire vos maisons. Et ils l'ont fait. D'où la confiance, d'où cette espèce de clientélisme perpétuel. Il y a de l'argent sur une structure extraordinairement rigoureuse, et ça donne ce que ça donne. Ouais. Bon, que le Hamas n'aura pas. C'est l'un des combats. Moi, j'attends toujours les comptes que, par exemple, l'Union européenne nous doit sur le financement de l'UNRWA, qui sont visiblement impossibles à obtenir. Donc, suivre l'argent est une bonne idée. Les 53 milliards que coûterait la reconstruction de Gaza, ce sont les Arabes qui vont le financer, les pays du Golfe. 53 milliards. Mais moi, ce que je sais, c'est que quand on regarde les images, on a l'impression de voir Berlin en ruine. Mais la vérité, c'est qu'à Berlin, après la guerre, on a dénazifié la population. Il y a eu un travail qui a été accompli pour refaire naître un esprit démocratique chez les Allemands. Il faut une génération. Eh bien, il a fallu une génération, il a fallu beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. C'est pour ça que je n'arrive pas à être totalement pessimiste. Je pense que c'est extrêmement dur. Mais c'est là qu'on a besoin d'hommes d'État et de gens et de volonté. Et ça peut le faire. Je veux dire, regardez. Mais vous avez raison. Vous avez la seule position tenable, en fait, Pierre Lelouch. C'est-à-dire d'espérer contre tout pessimisme, vouloir y croire. On vous suit dans cette idée-là. Il y a une bonne raison. Il y a une voie, elle est très étroite. Il y a une voie et il y a des pays arabes dont c'est l'intérêt. Quand je vois des pays comme le Pakistan ou l'Indonésie s'investir dans une affaire comme celle-là, je me dis qu'ils ont eux aussi compris la menace intérieure que représentent ces gens-là. La Turquie le sait. Vous me direz que Erdogan est lui-même quasi frère musulman, mais ils savent très bien qu'il faut éteindre l'incendie. Et c'est leur intérêt. Alors même quand, et c'est ce que disait Pascal Praud tout à l'heure, très justement, alors même que chez nous, il y a des gens qui, eux, mettent de l'essence pour utiliser l'immigration et la population d'origine immigrée comme le nouveau peuple sur lequel ils espèrent être élus. Et c'est ça qui est extraordinairement à la fois dégoûtant et dangereux. Il y a une bonne raison. Le plan Trump. Ce plan, c'est le faible rôle qui prend l'ONU. Ça, c'est quand même une raison d'espérer. Oui, alors justement, tout à l'heure, Richard Millet parlait du plan Trump, et il faut l'examiner, ce plan Trump, parce que Vincent Herouet disait également que le plus... Alors, la formule, d'ailleurs, je vous ai repris tout à l'heure, vous avez dit le plus facile, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Bon, pour arriver à cela, convenons que ce n'était pas évident pour Donald Trump. Mais c'est vrai... Alors, ces images, d'ailleurs, elles sont formidables, d'émotion, ces images que nous vivons, mais que derrière cette émotion, derrière ce moment, il y a peut-être de nombreuses années de tractation à venir et d'une difficulté à trouver, enfin, dans cette région du monde, quelque chose d'apaisé. C'est tout l'enjeu. Et ça serait quand même formidable si c'était Trump qui était à l'origine de cela. Et je pense à tous ceux qui le critiquent, qui se trompent d'ailleurs toujours et tout le temps, et qui sont néanmoins écoutés en France depuis des années. Rappelez-vous ce qui a été dit de Trump au moment de son élection. Rappelez-vous ce qui est dit chez nos camarades du service public il y a quelques semaines. Je soulignais le chapitrage d'une émission où on te disait pouvoir fasciste, dérive autoritaire, etc. Ça continue. Mais oui, non, mais c'est sidérant. C'est sidérant que ces gens aient voix au chapitre quand ils se trompent toujours et tout le temps, depuis toujours. Formidable. Ils ont d'ailleurs une erreur 404 depuis quelques jours. Une erreur 404, c'est quand vous avez un bug du système. Oui. Il y a un bug du système dans leur idéologie, dans le sens où Donald Trump, on ne peut pas dire quand il fait du bien, quand il dit que le ciel est bleu, c'est évidemment trop difficile de le reconnaître. Et là, en l'occurrence, il a un fait majeur, une victoire et un succès, et évidemment c'est trop dur pour ces gens d'accepter. Alors Rachel Kahn m'envoie un message qui me comble de joie. Eviatar, David, c'est l'otage dont on a parlé tout à l'heure, celui qui creuse ou qui creusait sa tombe. Mais a priori il va sortir. Donc ça c'est absolument une nouvelle formidable, bien évidemment.